bien, d'abord, merci beaucoup au CRES et à ces fantastiques équipes pour l'invitation. Et puis à Zeyna, je pense, comme beaucoup d'entre nous, admiration, reconnaissance et amitié. Alors, pour cet après-midi, j'ai essayé de me prêter au jeu. Parce que finalement, l'axe central de la journée, c'est aujourd'hui, demain, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on le construit, sur quelle base, et de le faire de la manière la plus concrète possible pour essayer d'orienter nos actions. Et j'allais dire, en ayant conscience que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours et que personne ne nous attend. Dans beaucoup de cas, on parle beaucoup des partenaires, de l'école, des collectivités territoriales, des entreprises. Tout de suite, comme ça, là, il n'y a pas tout le monde qui dit « mais quand est-ce que la santé publique vient m'expliquer ce que je dois faire demain matin ?» Et ce danger pour nous d'apparaître parfois comme des poseurs de problèmes plutôt que des apporteurs de solutions. Et de se dire « tiens, on va prendre un des axes complémentaires à ce qui vient d'être indiqué, qui est celui de l'éducation, et se dire « mais tiens, sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut avancer pour aller plus loin dans ce développement finalement de la capacité de chacune et de chacun à prendre en charge sa propre santé. » Alors, je voudrais simplement partager avec vous 4 idées. Elles sont déjà à l'écran, donc ceux pour lesquels c'est l'heure de la sieste, ben, ce n'est pas un souci. Vous savez déjà où est-ce qu'on va arriver, où est-ce qu'on apprend la santé en vrai. Littératie en santé, c'est une chose. Citoyenneté en santé, peut-être c'en est une autre. La question du territoire de vie et la question de la construction des parcours éducatifs de santé tout au long de la vie. Et je vais le faire autour de 2 exemples sur lesquels je vais revenir en permanence. Et j'allais dire, ce que je vous propose, c'est très simplement la suite de ce que Franck Chauvin a présenté ce matin. C'est la mise en œuvre concrète d'un certain nombre des propositions qui sont faites dans le rapport. Alors, tout d'abord, où est-ce qu'on apprend la santé ? Je sais que tout le monde est très attaché à l'école républicaine, c'est très français, mais enfin, c'est pas d'abord à l'école qu'on apprend la santé. La santé, on l'apprend d'abord en famille, on l'apprend, oui, à l'école, on l'apprend lorsque on interagit avec le système de soins, on l'apprend dans les clubs sportifs, on l'apprend dans le réseau associatif, on l'apprend sur WhatsApp et sur YouTube. L'un des enjeux centraux aujourd'hui, c'est de sortir, je le crois, d'une forme d'obnubilation par nous de l'école comme finalement lieu unique d'éducation, évidemment en ayant en tête que c'est le pivot de l'éducation. Si on essaie de regarder où est-ce qu'on apprend la santé, autour de la famille, autour des acteurs du soin, autour du réseau associatif, autour de l'ensemble des outils numériques, autour des lieux de travail, écoutez, nous avons un ensemble de leviers hallucinants pour travailler l'éducation. Et j'allais dire, à nous de jouer avec. Alors, à quoi ça semble dans le concret ? Eh bien, le premier exemple que je vais développer, c'est celui d'une cité éducative. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est un outil dans les mains des collectivités territoriales, de l'éducation nationale et de l'État pour travailler dans les réseaux d'éducation prioritaires, fédérer l'action éducative pour réduire les inégalités et promouvoir la réussite éducative. On regarde dans une cité éducative qui sont les acteurs qui contribuent à la santé des enfants. C'est le quartier de la Gautière-les-Vergnes à Clermont-Ferrand. On est au minimum à 40 opérateurs sur un quartier qui vont d'une manière ou d'une autre contribuer à la santé de nos jeunes. Donc notre question, elle devient peut-être de se dire mais qu'est-ce que nous mobilisons, nous, santé publique, pour permettre que l'ensemble de ces acteurs soient alignés et contribuent à la santé des enfants. À l'autre bout de la vie, lorsqu'il est question des seniors, et c'est mon deuxième exemple, le travail autour des services d'aide à domicile, on pourrait se dire que peut-être les seniors sont arrivés au bout et qu'ils ont juste envie qu'on ne les embête pas. Je vais vous dire quelque chose, toutes les études convergent. Quasiment jusqu'à son dernier souffle, la demande d'information et la demande éducative est considérable. Les données que vous avez à l'écran, sur une enquête tout à fait récente qu'on a réalisée cette année sur 1440 personnes de 65 à 80 ans, les demandes d'information, les demandes de développement des capacités d'aller chercher l'information, et notamment les enjeux de littératie numérique, sont majeurs. Donc alors attendez, les questions
d'éducation dans le domaine de la santé, c'est pas que l'école, c'est pas que les enfants, c'est vraiment un enjeu tout au long de la vie. Et j'ai pas besoin de le répéter parce que cela a déjà été dit ce matin, mais tous les déterminants du bien vieillir, sans exception à ma connaissance, sont liés à la littératie en santé, quel que soit le domaine, qu'il s'agisse de la santé dans ses dimensions physiologiques, psychologiques et sociales. Donc sans doute faut-il que nous prenions ces enjeux éducatifs par le côté éducatif, en se disant comment est-ce qu'on permet à l'ensemble des opérateurs d'être acteurs de l'éducation et pas juste finalement des instruments de nos politiques. Première idée classique. Deuxième idée, où est-ce que ça se situe, les enjeux éducatifs pour demain? J'allais dire, on commence à se stabiliser dans ce pays. Alors, je sais que c'est difficile, je sais qu'on peut porter un regard négatif sur la santé publique, mais je ne sais pas, moi j'ai les cheveux blancs, je me souviens comment c'était avant. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu du boulot de fait. Par exemple, dans ce pays, on parle de prévention, puis ça y est, on commence à comprendre ce que c'est. La prévention, c'est comprendre les modes de vie des gens, comprendre ce qui agit sur leur santé et de mettre en place des stratégies qui vont passer par des pratiques sociales de promotion de la santé, de prévention des maladies, de santé communautaire, d'ETP ou de tout ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est ce qui permet de créer les conditions de la santé. Et dans tous les cas, il n'y a que 3 leviers. Le levier de l'action sur l'environnement de vie des gens, le levier de développement des capacités des gens et le 3e, le levier d'accès aux différents services préventifs. Vous le voyez, je n'ai pas mis l'éducation à la santé comme une pratique parce qu'en fait, elle est au cœur de tout cela. Quoi qu'il arrive, tout ce que nous faisons chaque jour et quel que soit le milieu dans lequel nous sommes inclut une dimension éducative et c'est sans doute là qu'il faut y travailler. Et j'ajouterais, ayons bien en tête, chers amis, que ce que nous faisons, c'est pas juste de développer la littératie en santé au sens individuel des choses, la capacité à accéder au système de soins, à prendre en charge sa propre santé, mais c'est aussi l'autre volet qui a été largement abordé ce matin, de cette citoyenneté en santé, c'est-à-dire cette capacité de contribuer avec d'autres à créer des environnements favorables à la santé. Je crois que si je pense à demain, il me semble que l'enjeu clé pour nous, c'est de développer les capacités éducatives de ces différents milieux de vie, avec ce double appui individuel, la littératie, et puis la citoyenneté. On peut aussi englober tout ça dans une littératie qui a une vision un peu plus large. L'enjeu, c'est le développement de ces capacités. 3e idée, où est-ce qu'on fait ça? Écoutez, j'ai remis la même diapo que tout à l'heure, je ne vais pas en inventer une autre. À quel endroit est-ce que l'on concatène l'ensemble de ces interventions au service des personnes? C'est forcément à l'échelon du territoire de vie. Et donc, la question, elle devient, comment est-ce qu'on permet à ces territoires de mettre en œuvre des dispositifs qui conduisent à augmenter notre capacité éducative? La première chose à faire, c'est une illustration parce que normalement vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais faites-moi confiance, c'est simplement une école primaire en éducation prioritaire. On va voir les enseignants, puis on leur demande ce qu'ils font. Et ça fait tout ce qui est à l'écran. Toute une série de thématiques, toute une série d'objets. On est réellement déjà dans une contribution qui existe. Et vous savez, c'est la même chose lorsqu'on travaille avec un service d'aide à domicile, où les professionnels vont assez aisément mettre en évidence le fait qu'ils ont une aptitude, une capacité éducative au quotidien. Et je vous garantis que pendant la crise de la Covid, l'enjeu des services d'aide à domicile pour les seniors a été majeur. Enfin, c'était quand même avant tout un enjeu éducatif. Quelle éducation? Apprendre à gérer les médias, apprendre à gérer le tsunami d'informations qui finalement écrasait l'ensemble des acteurs. Donc je pense qu'on a besoin petit à petit de nous dire, mais où est l'éducation? Elle est là-dedans, elle est dans l'ensemble de ces actes. Et puis il y a les villes. Et heureusement, c'est pour ça que moi je suis extrêmement optimiste. Enfin, diable quand même, les politiques aujourd'hui, alors écoutez, ce qui nous a été indiqué par Madame Granet il y a quelques secondes, les villes sont, pas toutes, différemment, dans une grande diversité, mais des opérateurs
en matière de santé publique et plus spécifiquement d'éducation, du fait, là, réellement, de leur responsabilité. Je rappelle que l'éducation, c'est dans le mandat. Et la seule chose, c'est quand on étudie ces choses d'un peu plus près, on voit que les villes peuvent être sur différents types. Alors je mets les collectivités, parce qu'on a aussi évidemment les agglos, et métropoles et les différents éléments, mais autour d'un rôle de leadership, c'est le cas ici pour Digne, de rôle plutôt de partenaire, d'opérateur, de collaborateur, ou même simplement d'hôte de ces dispositifs, il y a déjà des éléments qui existent. Alors, dernier élément, comment on fait pour essayer peut-être d'aller plus loin, de le généraliser? J'allais dire, le premier problème, dans notre très humble expérience à la chaire, le premier problème, c'est d'arriver à trouver des objets partagés. Parce que la collaboration dans l'air et sur la bonne volonté, moi, j'ai jamais vu que ça marchait. On collabore à une condition absolue, c'est d'avoir un objet commun. Et si j'ai pris ces deux exemples, celui de la cité éducative, oui, parce qu'en éducation prioritaire, tout le monde sait que si on ne s'occupe pas de la santé des gamins, on ne va pas les faire réussir. Et ça, c'est un objet commun. De la même manière, à l'autre bout, lorsqu'on veut garantir le bien vieillir d'une population, on a besoin de travailler sur leur littératie, sur leur capacité à prendre en charge leur propre santé et à évoluer de manière adéquate dans leur environnement. La question clé, c'est celle de l'objet commun. Et ce que l'expérience nous a montré, c'est que la première étape, c'est toujours la valorisation de l'existant. Parce qu'en fait, je ne connais aucune ville, je ne connais aucune école, je ne connais aucune entreprise où il n'y a pas déjà un travail qui est conduit sur les déterminants de la santé. Charge à nous sans doute d'être en capacité de l'expliciter, de le mutualiser et évidemment de l'organiser, de l'enrichir pour que ça fonctionne. Alors, très concrètement, sur la cité éducative, l'exemple que je voulais vous donner, on est tombé d'accord sur le fait qu'il s'agissait de valoriser l'offre formelle, non formelle et informelle. Non formelle, c'est tout le réseau associatif. Informel, c'est ce qui est fait dans les relations individuelles via les réseaux sociaux et les échanges entre les personnes. C'est essayer d'intégrer dans un ensemble cohérent, et vous avez vu la fin de la phrase, compréhensible par tous, y compris les papas et les mamans. Et ça, c'est quand même un sacré travail. Et je vais même vous dire, sur le boulot qui est fait sur cette cité éducative, c'est probablement le plus lourd. C'est rendre compréhensible aux familles, aux militants associatifs, aux animateurs des clubs sportifs, à l'ensemble des enseignants, le fait de pouvoir parler une langue qui soit compréhensible par tous, y compris les jeunes et leurs parents. Et puis, faciliter l'accès aux services. Pour faire ça, il n'y a absolument rien d'original. C'est ce que le CRESPACA fait tous les jours. On pourrait dire que c'est de l'ingénierie sociale en santé publique, autour de l'articulation aux dispositifs qui sont déjà existants. Mais le résultat, c'est qu'en s'appuyant sur les compétences que l'on veut développer, et par exemple, dans ce cas-là, c'est ma santé, notre santé à tous, notre santé, notre environnement, oui, les trois axes, individuels, sociaux, environnementaux, et on tombe d'accord sur ce sur quoi on veut travailler, avec des engagements modestes. On parle beaucoup des professionnels libéraux, on ne va pas leur rajouter 4 heures de travail par jour, parce que nous, on en a besoin. Par contre, on va simplement s'assurer qu'ils sont au courant, et là où ils sont, à leur manière et comme ils peuvent, ils vont contribuer. Il faut être chacun à sa place, et là aussi, valoriser le travail qui est fait plutôt qu'à de les faire la morale aux gens. Et donc, le résultat, c'est que ça donne un parcours éducatif de santé, j'allais dire tout simple, où on s'occupe des compétences qu'on veut développer, on développe un environnement éducatif le plus favorable possible, et on fait des temps forts, en garantissant au maximum la participation des gens. Donc rien d'original là-dessus. Deuxième et dernier exemple, pour terminer, comment on fait avec les personnes âgées? La première chose, c'est qu'on travaille sur comment apprennent les seniors. Oui, les seniors, ça n'apprend pas comme les gens de 40 ans et ça n'apprend pas comme les élèves de 8 ans non plus. Et heureusement, il y a pas mal de boulot là-dessus. Et donc, il y a un enjeu de développement d'outils et de moyens dans les phases qui, vous le savez, sont critiques. Les 55-75 ans, c'est la période où vont se jouer un grand nombre d'éléments qui vont garantir ou non le vieillissement en bonne santé. Et en gros, vous le savez, cette question de l'allongement ou pas de la période de la dépendance, ce que Franck Chauvin a explicité ce matin autour de l'espérance de vie en bonne santé.
Tout cela, ça nécessite un travail, et je renvoie à ce que Cécile Allaire va proposer, qui permettent d'aller chercher les gens là où ils sont, et donc en conception universelle, pour être certain de garantir que nous puissions communiquer avec les gens. Et pour y arriver, on peut mobiliser un grand nombre d'interventions, parce que s'il y a bien une chose certaine, c'est que les interventions de promotion de la santé au moment de l'entrée dans le vieillissement, donc avant la dépendance marquée, ça fait partie des démarches de santé publique les plus efficaces et les plus cost-effectives. Pour ça, et c'est mon dernier mot, l'enjeu central, c'est le développement des capacités d'action. Et par exemple, ce que nous faisons ici, c'est non pas seulement de travailler avec les coordonnateurs de soins, avec les travailleurs sociaux, mais de trouver les moyens de rejoindre les gens qui sont au quotidien avec les personnes. C'est-à-dire ceux qui font le ménage, le lever, l'habillage, la toilette, le portage des repas. Et comment on parle à ces gens? Eh bien, en mettant en place des dispositifs de formation pour eux-mêmes, avec toutes les difficultés linguistiques qu'il peut y avoir, d'absence de loi au système éducatif. Et dans le cas présent, il s'agit de systèmes de micro-learning où on a un système hybride, c'est à la fois en équipe, et comme le seul moment, c'est l'étude que nous avons faite, montre que le seul moment où ces gens peuvent apprendre, c'est lorsqu'ils sont entre deux personnes qu'ils vont rencontrer, parce que le soir, c'est pas possible, et puis ils vont pas dans ces tuyaux-là, c'est un quota très rare, eh bien ce sont des systèmes de podcast, 3 fois 3 minutes par semaine, dans les moments de transfert, et on vous donnera les résultats de tout cela. Construire des dispositifs hybrides, mais des dispositifs qui répondent aux besoins des gens. Voilà les quelques éléments que je voulais vous partager. Il faut que vous sachiez que ces enjeux de développement des parcours éducatifs de santé et des politiques d'apprentissage en santé tout au long de la vie dans les villes, eh bien, c'est une dynamique que nous coportons avec l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Il y a un travail de co-construction d'un guide et d'outils à destination des villes. N'hésitez pas à y contribuer. C'est un dispositif ouvert à chacune, à chacun, grande ville, petite ville, milieu de vie. En tout cas, merci si cela vous intéresse de ne pas hésiter à contribuer. Merci infiniment.